Merci. Je vais donc tenter de vous présenter maintenant ce qui me paraît le plus utile à vous dire, et cela me conduit, je pense, à modifier un peu le titre qui m'a été proposé, Valorisation des mémoires de la guerre d'Algérie d'une rive à l'autre. Je pense qu'il faudrait aussi quand même parler de l'histoire. Et en tant qu'historien, c'est là-dessus que je voudrais insister, parce qu'il y a des différences fondamentales entre la mémoire ou les mémoires d'une part, l'histoire d'autre part. Je voudrais les indiquer d'abord pour bien vous montrer l'importance de cette distinction qui, malheureusement, me paraît aujourd'hui à peu près totalement oubliée. La preuve, c'est que même dans votre programme, vous ne parlez pas de l'histoire. Alors, la mémoire, pour aller vite, c'est bien sûr une remémoration, mais il y a également une dimension très importante, morale et civique. Donc, la mémoire, ce n'est pas seulement la mémoire, c'est autre chose. Par contre, l'histoire, c'est essentiellement la compréhension, l'explication de faits qui ne dépendent absolument pas de nos jugements de valeur. Et allons un peu plus en détail. On peut dire que les mémoires envisagent les faits passés à partir de leur aboutissement présent, donc en inversant le sens d'écoulement du temps, ce qui crée un risque d'interprétation complotiste, confondant les causes avec les conséquences. Au contraire, l'histoire s'efforce de replacer les faits dans leur ordre chronologique afin de distinguer clairement, d'une part, les faits, d'autre part, leurs causes qui sont forcément antérieures aux faits, et enfin leurs conséquences qui, elles, sont postérieures. Et cela me paraît absolument fondamental à rappeler. Alors je voudrais néanmoins vous présenter, pour essayer de coller à ce que j'ai compris du sujet imposé, d'abord les statuts de la mémoire et de l'histoire en Algérie depuis l'indépendance, puis l'évolution de la politique mémorielle française et de son rapport avec l'histoire, et enfin, je voudrais entrer davantage dans le détail pour montrer comment, en France, les groupes mémoriels expriment leur mémoire et leurs revendications. Donc d'abord, le statut de la mémoire et de l'histoire en Algérie depuis l'indépendance, eh bien, il est caractérisé, ce statut, par, alors d'abord, le fait que l'État algérien et la nation algérienne doivent leur existence même à la guerre de libération nationale, ce qui fait que donc l'histoire d'événements qui sont encore très proches n'est qu'une science auxiliaire de la mémoire nationale officielle, celle de l'État algérien et de ses dirigeants, mais aussi celle de tous ceux qui ont participé à la guerre de libération nationale du bon côté. Et donc, dans ces conditions, eh bien, le rôle des historiens ne peut être qu'un rôle d'auxiliaire de cette mémoire nationale, et cela d'autant plus que la plupart de ces historiens n'ont pas vécu directement cette guerre en tant qu'acteurs ou que témoins. Alors, même s'il y a quelques grands historiens algériens appartenant à des générations antérieures, notamment Mohamed Arbi, qui est encore présent et actif, mais qui a choisi de vivre en France pour être entièrement libre. Bon. D'autre part, il s'est produit un fait nouveau depuis la fin des années 1980, depuis la Constitution de 1989, c'est la fin du parti unique, mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, elle n'a pas changé grand-chose à cette situation, puisque le préambule de la Constitution définit le cadre dans lequel doit se situer l'histoire nationale. Et puis très rapidement est venue la guerre civile des années 1990, qui a redoublé l'utilisation politique de la mémoire nationale par les deux camps en lutte qui se réclamaient de la même légitimité, celle du FLN du temps de guerre. Alors, avec néanmoins quelques nuances, en particulier les islamistes valorisant bien sûr la dimension religieuse du combat du FLN,
alors que les partisans du pouvoir avaient une conception un peu plus laïque. Mais malgré tout, c'était sur la base de l'enseignement officiel de l'histoire diffusé pendant 30 ans que les deux camps ont conduit leur identification idéologique des événements terribles de cette guerre civile à la guerre de libération nationale antérieure. Et il en est résulté, à partir de 1995, c'est-à-dire au plus fort de la guerre civile algérienne, un renforcement du discours anti-français qui avait déjà été perpétué avec une intensité variable depuis l'indépendance. Alors, intensification de ce discours national anti-français, parce que les deux camps en avaient besoin pour se légitimer, alors que bien sûr, si le pouvoir en place avait décidé de dénoncer les islamistes comme étant les héritiers du FLN, il se serait évidemment totalement déconsidéré. Mais aussi, on peut y voir l'héritage d'une longue tradition de propagande anti-française qui remontait à la guerre d'indépendance et même bien avant. En particulier, dès 1945, il y avait un discours nationaliste anti-français que l'on retrouve aujourd'hui inchangé. Mais aussi, on peut dire que cette culpabilisation de la France était un moyen de forcer les gouvernements français à aider le gouvernement algérien autant que celui-ci le demandait, sans se permettre la moindre critique, en particulier alors qu'en 1995, le gouvernement de Jacques Chirac et de Alain Juppé était tenté de soutenir la solution politique d'un accord entre tous les partis algériens qu'on appelait la plateforme de Sang et Gidio. Là, il fallait au contraire que la France soutienne totalement le gouvernement algérien et lui accorde les moyens de vaincre. Et d'autre part aussi, on peut penser que quand cette guerre civile a fini par basculer au bénéfice du pouvoir, eh bien, ce fut un moyen de détourner l'attention du peuple algérien des responsabilités de ses dirigeants, étant donné que les lois d'amnistie votées sous la présidence Bouteflika en 1989 et en 1999 et en 2005 interdisait aux Algériens de chercher à savoir ce qui s'était vraiment passé durant cette guerre civile. Donc, le meilleur moyen de détourner l'attention des Algériens des faits les plus récents, c'était de les inviter à se retourner vers des faits déjà beaucoup plus lointains, mais qui permettaient d'accuser la France. Le résultat, c'est que l'Algérie s'est interdit de tirer les leçons de son passé récent, qui me semble caractérisé par un enlisement dans le culte de la violence et un refus de toute reconsidération critique de la lutte pour l'indépendance. Alors, ce qui a donc, encore une fois, concrétisé ce choix, alors ce fut d'abord l'adoption de la revendication, donc la définition de la répression française de mai 1945 comme étant un crime contre l'humanité. Alors cela a été fait en mai 1990 par la fondation du 8 mai 1945, présidée par l'ancien ministre de Ben Bella, Bachir Boumaza, et en mai 1995, c'est-à-dire juste au moment où le président Chirac a été élu en France, cette revendication de repentance adressée à la France a été élargie à l'ensemble des crimes que la France a ou aurait commis contre le peuple algérien de 1830 à 1962. Donc, dans ces conditions, la part des historiens est réduite à zéro. On leur demande seulement de suivre le mouvement. Mais voyons quelle a été, au contraire, l'évolution de la politique mémorielle française de la guerre d'Algérie. La France s'était d'abord longtemps opposée à l'Algérie
par l'absence de politique mémorielle concernant l'Algérie coloniale et la guerre d'Algérie elle-même. L'attitude française, depuis 1962, pouvait se résumer en 2 mots, amnistie et amnésie. Et cela malgré la volonté persistante de groupes mémoriels directement engagés pour ou contre la décolonisation, qui n'ont jamais cessé de s'exprimer depuis 1962-63. Bon. Mais la France a commencé à changer d'attitude à partir des années 90, et plus précisément à partir des années 95 à 99. Alors 1995, c'est l'année où le président Chirac reconnaît pour la première fois les torts de la France dans la Deuxième Guerre mondiale, plus exactement les torts du régime de Vichy, qui avait participé à la mise en œuvre du plan des nazis d'extermination des Juifs, et donc le président Chirac s'est démarqué de l'attitude qui consistait à dire que Vichy n'était pas la France et que donc la France n'avait pas à se sentir concernée par cette responsabilité-là. Et donc 2 ans après, à partir justement du procès de Maurice Papon, un lien a été établi entre la persécution des Juifs par Vichy, à laquelle le jeune préfet Maurice Papon, ou sous-préfet Maurice Papon avait participé à Bordeaux, et la répression de la population algérienne de Paris le 17 octobre 1961, à laquelle il avait présidé en tant que préfet de police. Et puis le résultat, ce fut la loi du 18 octobre 1999 qui a reconnu officiellement l'expression « guerre d'Algérie ». Si donc, à ce moment, l'Assemblée nationale a été unanime à reconnaître ce changement de vocabulaire, elle n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le choix d'une date commémorative nationale et encore moins sur son message. Comme vous le savez, une grande querelle a divisé les milieux politiques entre les partisans du 19 mars, en schématisant la gauche, et leurs ennemis qui considéraient que le 19 mars n'était pas la fin de la guerre d'Algérie, mais le début de sa pire période. Et donc, les opposants au 19 mars ont obtenu du président réélu Chirac le choix du 5 décembre, date totalement arbitraire, mais qui a l'avantage de ne pas être le 19 mars. Et depuis, la majorité de gauche a terminé son travail législatif en adoptant, comme cela a été dit, la loi de 2012 qui a fait du 19 mars une date de commémoration nationale de la guerre d'Algérie, mais sans abolir pour autant celle du 5 décembre. Ce qui veut dire, en fait, la coexistence de 2 dates opposées, signe patent de l'impossibilité d'une politique mémorielle consensuelle nationale rassemblant tous les Français. Alors, en plus donc de ce drame intime, la France a été aux prises avec la revendication algérienne de repentance depuis mai 1995, et il faut préciser que c'est un sujet dont on ne parle pratiquement jamais, alors que c'est un sujet d'une importance capitale. Alors, néanmoins, il faut dire que donc cette revendication de repentance a été présentée une première fois en mai 1995, je pourrais le démontrer. Elle a été relancée ensuite, c'était en juin ou en juillet 2000, par le président Bouteflika dans son discours à l'Assemblée nationale, je crois que c'était le 14 juin 2000, et ensuite, de façon beaucoup plus claire et nette, en 2005, lors de la crise ouverte par la loi française du 23 février 2005, dont il a déjà été question. Et donc, en mai 2005, en mai 2006, le président Bouteflika a prononcé des discours très énergiques pour sommer la France de reconnaître ses torts envers le peuple algérien. Mais le gouvernement algérien y a renoncé depuis 2007, car 3 présidents français successifs, Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, ont tenu bon en refusant toute repentance et en proposant à la place le recours à l'histoire. Recours à l'histoire
facilité par le fait qu'il n'y a pas en France d'histoire officielle de la guerre d'Algérie et que donc les historiens qui choisissent ce sujet peuvent le traiter de façon à peu près totalement libre. Mais il est vrai que, depuis quelques jours, un candidat à la présidence de la République a tout chamboulé en acceptant pour la première fois ce que ses trois prédécesseurs, excusez-moi ce pronostic, avaient refusé, c'est-à-dire de définir la colonisation comme un crime contre l'humanité. Voilà, et cela nous amène à nous poser des questions sur la compétence historique de ce candidat. Bon, mais je voudrais, en troisième partie, alors vous montrer comment les divers groupes mémoriels expriment leur mémoire. Et cela sera peut-être une partie nouvelle pour vous, car je veux démontrer que tous ces groupes mémoriels, les mémoires de tous ces groupes mémoriels suivent tous le même schéma en valorisant les faits susceptibles de provoquer dans le public l'émotion, l'indignation, et ainsi d'asseoir une demande de reconnaissance de tel ou tel événement comme crime contre l'humanité, et en omettant du même coup tout ce qui pourrait diminuer la validité de ce processus qui conduit à une telle conclusion. Alors, je vous donnerai trois types d'exemples. Alors d'abord, du côté des partisans de l'Algérie française, eh bien, nous constatons qu'il y a une politique mémorielle ou une contre-politique mémorielle qui s'oppose systématiquement à la politique mémorielle majoritaire. Par exemple, ils refusent de fêter le 19 mars 1962 et ils célèbrent à la place la mémoire douloureuse du 26 mars 1962, date à laquelle une foule de manifestants français d'Alger est tombée sous le feu d'un barrage de tirailleurs algériens, mais qui avait été placé là par l'autorité militaire française. Et ils refusent également ils opposent également à la fête nationale algérienne du 5 juillet 1962 le massacre d'Oran qui s'est produit le même jour, durant lequel il semble aujourd'hui acquis que plusieurs centaines de civils français d'Algérie ont été tués, ou en tout cas n'ont pas été retrouvés vivants. Et il y a également aussi un mouvement de commémoration des plus de 3000 Européens qui ont été enlevés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962 et dont près de 1700 n'ont pas été retrouvés ou pas été retrouvés vivants. Alors, il y a également aussi ce qu'on appelle le massacre des Harkis. Bon. Donc, il y a ainsi tout un ensemble d'événements douloureux qui sont mis en avant par ces initiatives mémorielles propres à ce groupe, ou ces groupes, qui se traduit notamment par l'érection d'un monument en l'honneur en la mémoire des disparus à Perpignan, qui a suscité une vague de protestations de la part d'associations considérant que finalement ces victimes n'étaient pas si innocentes que cela, puisque tout ça ne serait pas arrivé si l'OAS avait accepté de se soumettre aux accords d'Évian. Ainsi, on voit qu'il y a le reproche d'occultation des faits qui affaiblissent la thèse soutenue par ces groupes mémoriels Algérie française. Mais de l'autre côté, du côté des anticolonialistes algériens, franco-algériens et français de gauche, eh bien, le schéma commémoratif est exactement le même. Et je vais vous le démontrer à travers les deux exemples majeurs que sont les commémorations du 8 mai 1945 et celle du 17 octobre 1961. Le 8 mai 1945 a été particulièrement valorisé, je l'ai dit, d'abord en Algérie, avec la création de la fondation du 8 mai 1945, donc le 8 mai 1990, par Bachir Boumaza. C'est donc un groupe mémoriel qui demande la reconnaissance de la répression française
comme étant un crime contre l'humanité et non pas un simple crime de guerre. Et pour cela, il gonfle le nombre de victimes de la répression en parlant généralement de dizaines de milliers de victimes, alors que la plupart des historiens français penchent plutôt pour quelques milliers. Et surtout, ils oublient à peu près totalement le fait que les manifestants algériens, ou en tout cas qu'une partie des manifestants algériens de Sétif, s'étaient insurgés en s'en prenant aux civils français, à Sétif, puis au départ de Sétif, et ensuite dans les environs de Guelma, faisant au total à peu près 100 morts et 100 blessés, presque tous civils, donc victimes de la violence d'une partie des manifestants algériens. Et que c'est seulement dans un deuxième temps que, en contre-coup, la répression s'est développée d'une manière incontestablement démesurée, par peur d'une insurrection générale qui aurait été impossible à maîtriser au moment où la France sortait victorieuse de la guerre contre l'Allemagne. Donc, on voit que la mémoire algérienne, qui tend aujourd'hui à s'implanter en France, avec des monuments, d'abord à Marseille, depuis 2014, eh bien, cette mémoire officielle procède bel et bien à une sélection des faits qui vont dans son sens et à une occultation de ceux qui ne vont pas dans le même sens. Et c'est exactement pareil pour la mémoire du 17 octobre 1961 à Paris, donc cette répression très brutale par la police parisienne d'une manifestation politique pacifique de la population algérienne de Paris. Alors, cette répression qui, je l'ai dit, a été rapprochée de la persécution des Juifs à Bordeaux par le même Maurice Papon durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, est caractérisée également par une exagération du nombre de morts, puisque les partisans de cette commémoration officielle, enfin en tout cas qui demandent une commémoration officielle et la reconnaissance comme crime contre l'humanité, eh bien parlent de plusieurs centaines de morts ou de disparus, alors que des historiens plus prudents parlent seulement de quelques dizaines. Mais là encore, il faut aussi remarquer l'escamotage presque complet des causes de cet événement. En particulier dans les prises de position de l'association 17 octobre 1961 contre l'oubli, qui s'était formée en 1999 et qui a été active pendant 2 ans. Je vous renvoie à son site internet. Or, ce que l'on voit, c'est donc cette condamnation officielle comme étant un crime contre l'humanité, mais aussi la disqualification d'historiens qui n'allaient pas dans le même sens, essentiellement Jean-Paul Brunet, auteur de 2 livres sur la question, qui a été déconsidéré sur le site de l'association 17 octobre 61 contre l'oubli, en particulier par Pierre Vidal-Naquet, qui est pourtant un historien. Et dans son texte, Pierre Vidal-Naquet a en quelque sorte transféré la qualité d'historien de Jean-Paul Brunet, en le qualifiant d'historien entre guillemets, pour donner ce titre à Jean-Luc Einaudi, qui lui n'est pas historien, n'était pas, puisqu'il est décédé, et n'a jamais prétendu spontanément être un historien. Et ce processus continue aujourd'hui, puisque nous voyons Gilles Manceron, vice-président de la Ligue des droits de l'homme, soutenir la thèse du complot qu'il a hérité d'ailleurs de Jean-Luc Einaudi, à savoir que la répression démesurée du 17 octobre aurait été un moyen de faire échouer la reprise des négociations entre la France et le GPRA, qui devait avoir lieu quelques semaines après, en secret, et qui s'est produite en effet à la fin octobre et au début novembre. Donc c'est pour faire échouer la reprise de la négociation que cette répression démesurée aurait été organisée par Maurice Papon et par ses supérieurs, notamment le Premier ministre Michel Debré. Mais un autre militant des droits de l'homme durant la guerre d'Algérie, Paul Thibault,
ancien directeur de la revue Esprit, qui, à l'époque, militait aux côtés de Pierre Vidal-Naquet contre la guerre colonialiste d'Algérie, eh bien, Paul Thibault, lui, a réalisé une vraie synthèse historique en tenant compte de l'apport de tous les auteurs qui ont enquêté, y compris Jean-Paul Brunet, et il a conclu que cette manifestation avait été inutile parce que le général de Gaulle avait reconnu l'algérianité du Sahara, donc il avait renoncé à tenir le Sahara et ses ressources en dehors de la négociation d'Évian dès le 4 septembre 1961. Il avait échappé quelques jours après à un attentat de l'OAS, ce qui, logiquement, aurait dû conduire le GPRA à reprendre au plus vite la négociation. Or, nous constatons que le GPRA a mis deux mois pour reprendre cette négociation. Il n'a pas arrêté, sauf au dernier moment, l'escalade continue de la violence du FLN de France contre les harkis, puis contre les policiers, donc qui avait commencé à la fin du mois d'août 1961, donc après plusieurs semaines de trêve de facto pendant la première négociation d'Évian. Et le résultat était que les policiers qui avaient compté un certain nombre des leurs abattus par les commandos du FLN étaient surexcités et prêts à se venger sur les premiers Algériens qu'ils trouveraient sur leur chemin. Donc il y a eu une grosse erreur du GPRA qui aurait dû reprendre la négociation beaucoup plus tôt et qui s'explique vraisemblablement par le fait que le GPRA voulait reprendre la négociation en position de force après avoir démontré au gouvernement français qu'il n'était même pas capable de se faire obéir dans sa capitale et que donc il n'y avait rien de mieux à faire que de reconnaître le GPRA comme gouvernement provisoire de l'Algérie. Et cela, le GPRA l'a demandé une semaine après le 17 octobre 61. Donc nous voyons comment un homme qui n'était pourtant pas un historien a réussi, en se pénétrant d'un véritable esprit historique, à rétablir l'explication la plus vraisemblable de cet événement tragique. Alors, je voudrais encore, si vous voulez bien, vous parler d'un autre grand événement qui, logiquement, aurait dû être sélectionné comme étant une autre occasion majeure de repentance de la France, c'est ce qu'on appelle la bataille d'Alger de 1957. Mais en fait, la bataille d'Alger n'a pas été vraiment retenue comme étant un événement à retenir. Il a été remplacé par l'affaire Audin, c'est-à-dire la disparition d'un membre du Parti communiste algérien arrêté par l'armée française dans le cadre de la répression, mais qui n'était pas un membre du FLN, mais seulement un militant du PCA, qui avait une activité sans doute politique, mais le PCA en tant que tel n'avait pas ou n'avait plus d'activité armée. Il laissait le FLN et un certain nombre d'anciens militants communistes qui avaient choisi de partager le combat du FLN, mais l'armée française avait un très fort préjugé anticommuniste qui lui faisait considérer à tort que le PCA était le véritable inspirateur du FLN, ce qui était faux. Toujours est-il que le résultat, c'est que s'il y a toujours une revendication mémorielle de reconnaissance du sort qui a été réservé à Maurice Audin, qui a vraisemblablement été tué et non pas évadé, il n'y a pas pour autant de véritable réflexion de ce groupe mémoriel sur la bataille d'Alger, en partie, et cela malgré les livres de Pierre Vidal-Naquet, qui étaient des livres contre la torture, mais pas sur la bataille d'Alger en tant que telle, et de même la thèse de la jeune historienne Raphaël Branche, qui a été en quelque sorte une disciple de Pierre Vidal-Naquet, c'était une thèse sur la torture, mais pas sur la bataille d'Alger. Résultat, ce groupe mémoriel ne nous a pas dit si la bataille d'Alger s'est commencée avec l'offensive des parachutistes en janvier 1957, et s'il fallait donc y voir le début
d'une sorte de fascisme militaire qui avait failli s'emparer du pouvoir l'année suivante, en mai 58, et qui l'aurait fait sans l'habileté du général de Gaulle, ou bien s'il faut parler aussi de l'essor du terrorisme qui s'est développé du côté du FLN durant toute l'année 56, et qui a provoqué également un contre-terrorisme de la part d'activistes européens. Bon, est-ce que tout cela ne doit pas faire partie du sujet de la bataille d'Alger? Alors, j'en profite pour remarquer que le résultat de tout cela, c'est que les responsabilités de Guy Mollet, de Robert Lacoste et même de François Mitterrand sont du coup largement oubliées, même s'il y a eu quelques livres, notamment de Benjamin Stora, sur le dernier de ces sujets. Et ainsi, on peut dire que la cible commune de presque toutes les revendications mémorielles de la guerre d'Algérie, en tant que coupable ou en tant que complice, c'est le général de Gaulle. Tout le monde est d'accord uniquement sur l'indignité du général de Gaulle qui a été l'auteur ou le complice de tous ces crimes abominables. Et pourtant, faut-il rappeler que c'est lui qui a décidé de mettre fin à la guerre d'Algérie en séparant l'Algérie de la France, avec l'approbation de la grande majorité des électeurs métropolitains qui lui ont accordé un très large soutien en ratifiant les accords d'Évian le 8 avril 1962. Comme quoi, la mémoire n'est pas l'histoire et peut même être l'inverse. Alors, je conclus. Il est vrai qu'un certain nombre de mes collègues historiens ont participé à ces divers groupes mémoriels, en particulier à l'association 17 octobre 1961 contre l'oubli, mais heureusement sans que cela entraîne une rupture totale de la communauté des historiens. Alors personnellement, j'admets que des historiens peuvent prêter leur concours à des groupes mémoriels, mais pourvu que ce soit toujours en évitant l'instrumentalisation des historiens par ces groupes mémoriels. Les historiens ne sont pas ou ne doivent pas être des avocats au service d'une cause, ce qui autoriserait du coup ces groupes mémoriels à leur reprocher tout manquement à la discipline du groupe. Je crois au contraire que les historiens doivent maintenir hautement le fait que l'histoire n'est pas la mémoire et même qu'il en est, que l'histoire n'est pas la mémoire et même que celle-ci peut en être l'opposé. Guy Pervilliers.